Bien, écoutez, on va démarrer, hein, comme toujours. Donc, bonjour tout le monde, bonjour à nos amis canadiens de Montréal, bonjour à nos amis en Afrique, en particulier la Sécurité sociale donc d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, bonjour en France, bonjour tout le monde. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est on va dire, une présentation un peu spéciale, hein, qui est celle donc de l'apprentissage automatique dans le cadre de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un sujet qui est difficile parce que d'abord, on l'aborde la plupart du temps avec des artefacts mathématiques. Et moi, je vais essayer de ne pas trop m'encombrer de ces artefacts. Pourquoi? Parce que je pense qu'on se cache un peu derrière tout ça et finalement, je ne suis pas certain qu'on comprenne véritablement la finalité de ce que représente d'une part l'intelligence artificielle et puis ici plus précisément donc ce qui concerne donc l'apprentissage automatique ou le machine learning. Bien. Alors, comme d'habitude, hein, vous me pardonnerez, hein, parce que volontairement, je ferai quelques petits raccourcis saisissants, histoire quand même de bien faire comprendre de quoi il s'agit et ne pas trop se faire d'illusions quand même sur un sujet dont, à mon sens, on a peut-être un peu trop parlé. En tout cas, on en attend peut-être un peu trop, tout au moins dans l'immédiat. Alors, comme d'habitude, je partage mon écran. Et donc nous allons regarder donc cette présentation donc, concernant donc, le machine learning ou apprentissage donc, automatique. Alors quel est le sommaire que nous allons suivre? On va essayer d'abord, la première chose qui est importante de voir, c'est qu'il faut positionner l'apprentissage automatique dans la filière globale de l'intelligence artificielle et surtout par rapport à l'apprentissage profond. On a un peu tendance à séparer donc deep learning avec machine learning. Je pense que c'est une erreur. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que l'infrastructure qui est en dessous et les algorithmes ne sont pas les mêmes. Mais sinon, sur le fond, on aura toujours un apprentissage sur des données, et puis on va faire ensuite de l'inférence, hein, pour pouvoir détecter donc des nouveaux objets ou des nouveaux comportements. Donc, on va positionner le machine learning dans la filière intelligence artificielle. On va regarder ce que fait donc un algorithme de ce type, hein, et donc rappeler l'essentiel des opérations. Hein, il y a trois grandes phases donc là-dedans. Il faudra bien comprendre de quoi il s'agit, parce que ce qu'il faut voir, c'est quel est finalement le travail que va devoir faire un utilisateur quand il voudra implémenter un algorithme d'intelligence artificielle, donc d'apprentissage automatique. C'est ça la question de fond, et je crois que c'est ça qui n'est pas bien compris. On a un peu l'impression que ce sont des boîtes noires qu'on va utiliser. Il y en a effectivement, mais c'est un peu des boîtes noires qu'il suffit d'aller solliciter et tout va bien. Dans la plupart des cas, ce n'est pas ça. Dans la plupart des cas, ça sera soit acheter donc des données, soit les élaborer soi-même, les caractériser, ensuite faire de l'entraînement dessus, et après faire de l'inférence, c'est-à-dire de la reconnaissance sur des objets qui ne sont pas connus a priori. Et donc, c'est un travail qui est peut-être assez délicat. Hein. Alors, bien sûr, il y a des langages aujourd'hui de développement et il y a des API donc, qui nous permettent de travailler, mais il ne faut pas se tromper et bien comprendre quelle est la chronologie et quelle est effectivement la réalité de ce que nous devons faire. Et ça, je ne crois pas que ça soit toujours très, très bien compris. Dans l'apprentissage, dans le ML, dans le machine learning, il y aura différents types d'apprentissage. Le plus connu, c'est l'apprentissage supervisé. On verra un peu plus loin qu'il s'agit donc d'une technique qui permet donc d'acheter, on va dire, de connaître des données sur lesquelles on va travailler, ne serait-ce que pour s'entraîner. On va acheter des données et donc on va s'entraîner avec ça. Ou éventuellement, on va donc élaborer les données. Vous voyez, donc on partira sur quelque chose de connu et c'est pour ça que l'on parle d'apprentissage supervisé. Il y aura également après un apprentissage non supervisé, c'est-à-dire que là, on part dans le vide, on ne sait pas où on en est, on essaye à ce moment-là de déterminer quels sont les éléments caractéristiques des objets que l'on veut déterminer et que l'on veut reconnaître, ou les comportements qu'on veut reconnaître, hein, mais sans avoir pour autant, pour nous aider, donc des blocs, hein, des bibliothèques de données donc à notre disposition. Alors, et puis il y aura une troisième forme d'apprentissage qui constitue donc, on va dire, le machine learning, c'est ce qu'on appellera l'apprentissage par renforcement.
ça concerne moins, on va dire, les foules, hein, pour l'instant. Ça concerne plutôt donc des fabricants de voitures qui veulent insérer dans leur véhicule, pour des véhicules qui sont non conduits par des personnes humaines, des algorithmes d'intelligence artificielle. On parlera d'apprentissage par renforcement. Je vous dirai simplement un petit peu comment ça fonctionne. Alors, un point qui est vraiment essentiel, c'est de bien comprendre ce que sont les données que l'on va utiliser. Il y a d'ailleurs tout un marché aujourd'hui où vous avez des prestataires qui vendent des bibliothèques de données, parfois fort chères. Alors, des grands de ce monde, bien sûr, sont de la partie, mais il y en a d'autres qui sont moins connus, hein. Alors, on parlera pour ces données de surapprentissage et de sous-apprentissage dans la mesure où on a trop de données, ce qui peut plomber les performances de nos systèmes, ou au contraire, on n'en a pas assez, et à ce moment-là, on pourrait se situer donc en sous-apprentissage. Pour bien comprendre à quoi sert finalement donc un algorithme de machine learning, eh bien, on va prendre quelques exemples. Alors, il y a des exemples qui sont relativement simples à comprendre, hein, on va essayer en tout cas, qui sont ce qu'on appelle les régressions linéaires. Vous verrez, c'est le fait de déterminer donc à partir d'un nuage de points quelle est la droite ou l'hyperplan. Déjà un mot grossier, hein. Donc une droite qui permettra, disons, de mettre tout le monde d'accord, hein. Ce sera donc la détermination d'une droite ou d'un hyperplan selon qu'on a deux ou plus de variables. On parlera également donc de régression logistique, en quelques mots, et on parlera surtout de classification. Alors, classification avec des techniques qu'on va appeler les arbres de décision, le SVM, l'algorithme SVM. Donc, ce sont des algorithmes qui sont parfois un tout petit peu compliqués. Alors, je vous dis tout de suite qu'a priori, on n'est pas obligé d'avoir une connaissance approfondie de l'algorithme et de la mécanique qui est dedans. Non. De la même manière qu'on n'est pas obligé d'être très informé sur les mathématiques qu'il y a derrière, parce qu'elles sont complexes. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est finalement que vous devez avoir un tableau avec, dans les cas des différents types finalement d'apprentissage, quel est votre problème? Quel est votre problème? En fonction de la nature de votre problème, quelle est la technique d'apprentissage que vous allez utiliser? Ça, par contre, il faut le connaître, il faut le savoir. Et on en déduira, parce que vous avez toutes les informations pour ça, quel sera finalement le meilleur algorithme pour les utiliser. Ça pourrait être de la régression linéaire, de la régression logistique, du SVM ou des arbres de décision. Il y en a plein d'autres, hein. Mais ne pas s'embarquer tout de même dans une bataille qui est perdue d'avance, d'essayer de tout comprendre, parce qu'on n'y arrivera pas. Donc, on parlera éventuellement un petit peu de ce qu'on va appeler les référentiels, en fait, les bibliothèques de données qui sont déjà préparées et avec des systèmes qui sont déjà entraînés. C'est-à-dire, a priori, si vous lui demandez de reconnaître, dans le cadre du deep learning, mettons le visage de Madonna, s'il vous sort c'est une soucoupe volante, c'est qu'il est mal entraîné, hein. Voilà. Et donc, mais ce sont normalement des systèmes qui vous cachent toute la partie amont d'apprentissage. Normalement, avec vos données à vous, si vous trouvez donc des bibliothèques de données qui correspondent, normalement, vous pourriez éviter cette phase d'apprentissage. Sinon, vous devez la concevoir et surtout la programmer. Et donc, pour terminer sur l'aspect, donc, la profondeur de connaissances que l'on doit avoir, vous devez simplement savoir à quoi ça sert, si c'est lourd, si c'est pas lourd, si c'est long, si c'est pas long. Vous voyez, c'est ça qu'il faut connaître. C'est une espèce d'abac de correspondance entre le besoin et les différentes solutions qui existent. Maintenant, que vous sachiez que la méthode des moindres carrés qu'on va utiliser, eh bien, c'est la différence élevée au carré par rapport à une valeur moyenne, le calcul de variance, tous ces machins-là, à la limite, vous pouvez les oublier. Nous ne sommes pas IBM, hein, nous ne sommes pas à Google, je pense que la plupart d'entre vous sont dans le même cas. Donc, c'est très intéressant d'un point de vue intellectuel de connaître un petit peu comment le bousin fonctionne, je suis bien d'accord, mais ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir une connaissance approfondie de toute façon. Moi, je pense que c'est perdu d'avance, parce que les mathématiques qu'il y a derrière, elles sont complexes. En plus, elles ne s'expriment pas toujours de la même manière selon qu'on est dans le continent américain ou dans le continent européen ou africain. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, on risque d'avoir quelques désillusions sur, on va dire, l'universalité de ce qu'on nous explique. Bon. Apprentissage non supervisé, donc c'est celui qui, à mon sens, on peut très bien contester, sera celui du futur, hein, parce qu'après tout,
ne vois pas pourquoi je dois me baser et acheter des bibliothèques d'objets qui existent déjà. Et on parlera également des langages du machine learning et puis l'avenir donc de cette technologie qui est assez, c'est vrai, un petit peu fascinante. Hein. Cela dit, je commence tout de suite en vous disant que il ne faut pas donner trop d'importance à un sujet qui, pour l'instant, ne le mérite pas. Regardez, le chiffre d'affaires qui est indiqué ici, le chiffre d'affaires du machine learning est évalué par Markets and Markets, donc à peu près 9 milliards de dollars en 2022. C'est vrai que c'est 10 fois plus qu'en 2016, mais comme on a commencé à zéro, donc à la limite, ce n'est pas significatif. Et ce n'est pas colossal. C'est pas colossal. Même le deep learning est un peu plus ambitieux, avec 18 milliards de dollars à peu près en 2023, c'est la même source. Je veux dire, quand on voit que ici, Nvidia vient de racheter le japonais ex-britannique, donc ARM pour les circuits, mais c'est 40 milliards de dollars. Donc l'ensemble, on va dire, des applications de l'apprentissage automatique ne couvre que 20% à peu près, en gros, même pas 7-8% de la vente ou du rachat d'ARM. Donc il ne faut pas se tromper. On n'est pas du tout, chers amis, dans le cas où c'est quelque chose d'obligatoire. On est en train de découvrir. Donc c'est bon, c'est vrai, de prendre quelques bonnes idées, de faire des POC, mais je veux dire, il n'y a pas péril dans la demeure si vous n'êtes pas très habitué à ces techniques-là. Et je pense que c'est un mauvais conseil de dire à nos clients, la pensée unique, il n'y a pas de vérité aujourd'hui sans intelligence artificielle. Pas du tout. On a très bien vécu sans ça, on peut très bien continuer sans ça. On sait que ça va se développer, mais ne soyons pas trop pressés, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, sur ce dessin, vous voyez ce que j'ai essayé, alors c'est un peu compliqué là, mais je pense qu'il fallait le faire. Vous avez d'abord à gauche un schéma qui est très connu. Hein. L'intelligence artificielle, c'est le chapeau commun qui englobe deux techniques spécifiques qu'on appelle le machine learning et le deep learning, ou apprentissage automatique. Le deep learning, donc, c'est un cas particulier du machine learning. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de différent. C'est toujours de l'apprentissage, mais la différence entre machine learning et deep learning, c'est que deep learning s'appuie sur des réseaux neuronaux et que les algorithmes qui sont véhiculés dans les réseaux neuronaux ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes algorithmes en machine learning classique avec le deep learning. Mais sinon, sur le fond, c'est pareil. C'est pareil. Donc, souvent, d'ailleurs, quand on donne des exemples, on donne des exemples de machine learning qui sont ceux du deep learning. Bon. Sur ce dessin, vous avez donc au milieu, vous avez le machine learning. Et puis, vous avez trois grands domaines qui sont ici. L'apprentissage, donc supervisé, avec deux grands domaines que sont la classification et la régression. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Et vous avez en dessous les algorithmes les plus connus qui permettent de traiter des problématiques de classification et de régression. Très bien. Vous avez également l'apprentissage non supervisé, donc on n'a pas de bibliothèque de données. Et là, voilà encore, vous avez le clustering et puis les techniques d'association et de réduction dimensionnelle, et donc avec leurs algorithmes à eux. Parfois d'ailleurs, ce sont des algorithmes que l'on retrouve dans plusieurs cases. Et puis la troisième technique est celle du renforcement. Et donc on voit ici tous les algorithmes qui existent aujourd'hui. Alors évidemment, si vous voulez apprendre la mécanique qu'il y a derrière, la mécanique mathématique qu'il y a derrière tous ces algorithmes, je vais dire, vous allez devenir fou, hein, parce que c'est extrêmement complexe. Hein. On ne voit que ça, les mathématiques. Mais en fait, on cache la réalité. La réalité, moi, j'ai essayé de vous la montrer maintenant. Et puis le deep learning ici avec, bien sûr, les réseaux neuronaux, avec les réseaux de convolution, les réseaux de type RNN, les LSTM qui sont moins en vogue maintenant, etc. C'est quelque chose d'extrêmement foisonnant. Bien. Mais là, au moins, vous avez globalement, on va dire, un positionnement de chacune des grands domaines, supervisé, non supervisé, renforcement, et à côté, vous avez donc le deep learning. Alors, machine learning, donc la différence entre les deux, je viens de vous l'indiquer, hein, donc encore une fois, c'est la même chose, hein, sauf qu'il n'utilise pas les mêmes ressources. En principe, donc, un algorithme de machine learning va s'exécuter sur un serveur ou un cluster, bon, très bien, alors que ce sera un réseau neuronal avec du deep learning. Encore une fois, à la louche, hein, et je vous ai prévenu, donc on va quand même faire quelques raccourcis un peu saisissants. Bien. Donc, les réseaux neuronaux.
on verra la semaine prochaine, puisqu'on va faire le pendant, donc la semaine prochaine, sur le deep learning, on verra qu'il y a toute la phraséologie et la technicité qu'il y a derrière les réseaux neuronaux qui n'a rien d'évidente. Les techniques de propagation, donc de pondération, de retour arrière, enfin, c'est quelque chose de compliqué. La différence entre les deux, c'est ça. C'est qu'au fond, si vous pouviez appliquer un algorithme de deep learning sur un serveur ou un cluster, vous seriez dans le cadre du machine learning. Il n'y a pas de différence de fond. Hein, voyez. Donc, on pourrait même imaginer, d'ailleurs ça se fait assez souvent, imaginer donc du machine learning sur des réseaux neuronaux très simples. On appelle ça des perceptrons. Le premier exemple de réseau neuronal qui a été donc inventé avec un départ, une entrée, une couche intermédiaire et une sortie, ou plusieurs entrées, une couche intermédiaire et plusieurs sorties. Donc c'est un modèle qui est une espèce de réseau neuronal particulièrement simple, hein, mais que l'on pourrait très bien utiliser en machine learning. Encore une fois, les algorithmes sont différents, même si, je vous l'ai dit, donc on respecte le même découpage, apprentissage, inférence et évaluation donc des erreurs pour faire en sorte que l'algorithme soit plus pertinent. Alors, vous avez ici ce qui est fondamental. À la limite, si on n'avait que cette page-là, ça serait suffisant. Le machine learning, c'est une technique d'analyse des données qui consiste à apprendre un algorithme à tirer parti de l'expérience des humains. Vous voyez? Et donc, l'apprentissage avec le machine learning remplace le codage. Une fois que ça aura été fait, on va lui soumettre des trucs et des machins. Voilà, on n'aura pas à recoder spécialement. Donc, voilà. Donc, c'est une technique d'analyse des données. Alors, c'est donc basé sur deux principes. L'apprentissage proprement dit, il faut bien voir de quoi il s'agit, et puis l'inférence. L'apprentissage, c'est quand j'apprends à mon algorithme, je lui apprends à déterminer ce qu'on va appeler des features, donc des éléments qui caractérisent ces données. Et donc, si je veux lui apprendre à reconnaître le visage de Madonna, eh bien, si je lui montre une girafe, eh bien, c'est pas Madonna. Donc, l'idée, c'est on va partir de données que l'on va caractériser par des features. Et on aboutira à quoi? On aboutira à la description d'un objet, mais que l'on connaît déjà, hein, puisque là, on est vraiment dans du mode supervisé, que l'on connaît déjà, on va le caractériser par ce qu'on va appeler un vecteur de spécification, un vecteur de features, qui ne sera pas le même, comme je l'ai montré ici, entre une bicyclette, un avion, vous voyez, ça ne sera pas la même chose. Mais toute la technique, enfin la difficulté qu'il y a, c'est donc d'apprendre à reconnaître en déterminant donc ces features. Alors, les algorithmes apprennent donc à partir de ça, ils s'adaptent. Et ils deviennent de plus en plus performants au fur et à mesure que le nombre d'informations augmente, mais surtout sont de plus en plus pertinentes. On peut avoir trop d'informations, ce qui va nuire finalement donc, à la qualité et donc au comportement de l'algorithme. Alors, on parle bien sûr d'apprentissage automatique parce que l'algorithme va apprendre et va se familiariser avec un concept hein, de manière progressive. Ça pourrait être un objet au sens large, hein, un visage, c'est plutôt du deep learning, une langue, un comportement, des textes, un sentiment, là aussi c'est plutôt du deep learning, une valorisation comme on le fait souvent en régression. Et on va donc établir un vecteur qui caractérise une catégorie, on va dire, d'objets hein, et qu'on essaiera donc de reconnaître. Si j'ai fait ça, ici à droite, j'ai donc un vecteur spécifique pour les bicyclettes, etc. Et si je lui soumets après un Boeing 747, eh bien, s'il me dit que c'est une bicyclette, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, donc on caractérise chacun, on va dire, des objets que l'on peut reconnaître à partir d'un vecteur, donc, de ce qu'on appelle des features. Voilà. Donc, par contre, la partie inférence, c'est la reconnaissance dans le vide. C'est-à-dire que j'ai déterminé donc, ce qui caractérise donc, un certain nombre d'objets. Je me suis entraîné pour bien vérifier qu'il reconnaît bien les bonnes choses, mais en prenant des objets qui font partie de la bibliothèque d'objets qui sont déjà donc, exprimés. Et après, bien, je fais de l'inférence, c'est-à-dire que eh bien, je vais lui soumettre des choses nouvelles, un avion, une bicyclette, pas Madonna évidemment, un avion, une bicyclette, une voiture, et il devra me retrouver donc la correspondance avec ça. Alors, cette mécanique, ce découpage entre, on va dire,
les données, l'apprentissage sur les données, l'inférence, et ensuite, on va dire, le fait d'améliorer le comportement en inférence, c'est ça, le machine learning. Et ce n'est pas autre chose. Vous me direz, avec du deep learning, c'est pareil. Hein. C'est un petit peu la même idée. Ce qu'on essaye, c'est de caractériser donc des données de manière ensuite à retrouver des choses que l'on ne connaît pas. Bon. Ce qui fait que voilà, c'est ce que vous avez ici. Hein, vous voyez la phase d'entraînement. On calcule le vecteur de feature. L'algorithme va s'appliquer là-dessus et on construit donc un modèle. Et ensuite, on va prendre d'autres données. On va calculer donc les features de ces données. On va appliquer le modèle et on va faire une prédiction. Et on espère donc d'avoir des prédictions qui seront donc cohérentes. L'entraînement, c'est bien, on choisit le jeu de données et on caractérise donc ces données par les features. Et ensuite, on a l'inférence, qui est la deuxième phase, dans laquelle donc, on soumet des données nouvelles. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Hein. Il ne faut pas croire que tous ces algorithmes de ML sont extrêmement pertinents et ils ne se trompent pas. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Hein. Il faut accepter quand même une certaine liberté peut-être d'erreur. Hein. Après tout, pourquoi pas. Vous direz, si vous avez 1 million d'images de Madonna et puis que vous en montrez une autre qui n'est pas prévue et vous dites que c'est, je sais pas, quelqu'un d'autre, c'est sans doute qu'il y a un petit souci, probablement dans le choix de l'algorithme. Hein. Mais 100%, ce n'est pas possible. Vous voyez, apprentissage et inférence qui sont donc bien deux choses différentes. Alors, un point maintenant qui est vraiment très important. Moi, je me suis opposé souvent d'ailleurs avec certains fournisseurs sur ce sujet-là parce qu'on doit acquérir ce qu'on appelle des datasets, donc en fait des bibliothèques de données. Alors, il y a donc deux catégories donc, de données. Il y a celles qui sont labellisées ou celles qui ne sont pas labellisées, c'est-à-dire qu'on dit ça, c'est une vache, la taille fait 1,20 m, le poids c'est 225 kg, etc. Voilà. Ça, c'est labellisé. Et si on lui montre l'image d'un chat, il me dit que c'est une vache, et puis là, encore, il s'est trompé. Donc, des données non labellisées. Et puis, éventuellement, on va nous-mêmes les labelliser. C'est-à-dire qu'on va dire, dans le cas particulier, je dois développer quelque chose d'un peu spécifique, je dirais, voilà, je dois reconnaître, par exemple, des pièces dans des machines-outils. Bon. Eh bien, il faut donner les caractéristiques. Il est très peu probable que vous allez trouver sur le marché des bibliothèques suffisamment fournies de présentation de ces différentes pièces. Donc, vous aurez vous-même à définir, soit vous les avez donc qui existent, soit vous devez définir vous-même des features en disant tel poids, telle taille, telle hauteur, tel machin, tel ceci, pour vos problèmes à vous. Donc, des données qui peuvent être soit labellisées, soit ne le sont pas. Par exemple, Google nous fournit donc une bibliothèque qui fait 9 millions d'images et 7 millions de vidéos qui ont été labellisées, peut-être plus maintenant. Et ImageNet, qui est l'un des plus célèbres fournisseurs dans ce domaine, il a un référentiel de 14 millions d'images qui ont été catégorisées. Google a indiqué qu'il avait compilé 3,5 milliards d'images disponibles publiquement sur Instagram. Et donc, en utilisant donc, des hashtags comme label pour chaque image. Et vous savez qu'il achète des photos de votre visage, de votre logo, et il achète et il cumule. Ce que je trouve très limite parce qu'à force d'être présent partout, on va plus pouvoir le contourner, Google. C'est pareil pour Facebook. Donc, après tout, je ne vois pas en quoi Google serait plus pertinent sur cette fourniture, on va dire, de datasets, mais c'est comme ça. Bon. Facebook, donc, lui aussi, il a construit donc, une bibliothèque qui fait 3,5 milliards donc, de sujets. Ça s'appelle Coco, hein, qui est un projet donc, qui est hébergé sur GitHub, qui a été soutenu par des grands, hein, donc bien sûr Facebook, mais aussi avec Microsoft et puis d'autres spécialistes, dont un qui est Mighty, donc, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours aller dans Wikipédia, hein, vous allez trouver des tas d'exemples donc, de bibliothèques qui existent. Alors, ça, c'est organisé en domaines, hein, les animaux, les finances, voilà, diverses informations ont été ajoutées. Voilà, on peut faire un pré-traitement donc, éventuel, hein, avec un formatage générique, une labellisation, des annotations dont vous pourriez avoir besoin. Voilà, donc vous aurez un choix à faire. Et la plupart du temps, si vous avez des tâches qui sont des tâches un peu spécifiques, la plupart du temps, vous aurez à construire votre bibliothèque de données et surtout, vous aurez à les labelliser. Ce qui n'est pas facile. Et vous savez, on se retrouve dans ce domaine-là
dans le même problème que l'indexation des textes. On a toujours eu du mal à prendre un texte et dire je le caractérise par tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé. Là, c'est la même chose. On va définir peut-être pour un domaine bien précis, peut-être je vais définir 400 attributs, 400 features. Et ensuite, quand je ferai de l'apprentissage, je ne vais pas prendre les 400, sinon je vais mettre 6 semaines pour reconnaître une vache. Donc je vais peut-être prendre simplement quelques-uns de ces attributs, pas plus. Mais encore faut-il qu'ils soient significatifs. Et donc il y a un travail véritablement de correspondance entre ce que vous voulez reconnaître et la qualité et l'identité des attributs que vous utilisez. En général, dans ces bibliothèques-là, vous en avez pléthore. Et donc, à vous de regarder ensuite ce qui est intéressant et regarder en fonction de ce que vous voulez faire. Classification, régression, clustering. Alors, vous aurez sans doute, je vous l'ai dit, besoin donc de vous constituer des bases d'objets que vous allez annoter vous-même. C'est une tâche qui est pénible, qui est fastidieuse, qui est très chronophage et qui est mal payée. En général, on utilise des étudiants pour ça, que l'on sous-paye pour faire ce travail, parce que c'est un boulot de bénédictin. Il faut annoter comme ça des milliers et des dizaines de milliers d'images. Ce qu'on va appeler le bias, et j'y reviendrai un petit peu plus loin, c'est cette dérive que l'on constate aujourd'hui sur les bibliothèques d'objets sur lesquelles est basé le machine learning, qui ont des, on va dire, des dérives par rapport à un comportement bien pensant. On verra que dans certains cas, vous ne trouvez pas, par exemple, de représentants noirs. Ou alors, avec Alibaba, vous trouvez 90% de personnages qui sont asiatiques, mais pas ni de noirs ni de blancs. Et donc, ils sont, enfin, entre guillemets, ne prenons pas ça au premier degré, on va dire un peu racistes et un peu xénophobes. Et ça peut être très gênant, selon la nature de ce que vous voulez faire. Très, très gênant. Donc, on va en parler. C'est le bias qu'on ne confondra pas d'ailleurs avec le bias qu'on va retrouver dans les réseaux neuronaux, qui est un moyen d'adapter en fait les fonctions de transfert dans un réseau neuronal. Ce n'est pas la même chose. Bon. Alors, l'utilisation. Alors, je pense que c'est ce que montre ce schéma ici. C'est un problème délicat, ça. Je vous parlais il y a un instant donc, du petit problème que j'ai avec certains fournisseurs, entre autres, c'est un fournisseur asiatique, qui est convaincu, lui, comme il est fournisseur de bibliothèques comme ça, qui fait payer très cher, et il est convaincu que c'est l'avenir. Moi, je pense que ce n'est pas l'avenir. Parce qu'un système qui doit exister à partir de bibliothèques qu'on va lui fournir, je pense que ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Même si c'est nous qui les fabriquons avec les features. Je pense que l'idéal, ça serait de fonctionner en mode non supervisé. C'est-à-dire, ils se débrouillent pour déterminer, à partir d'indications qu'on peut lui indiquer, qu'on peut lui donner par un paramétrage, qui se débrouille pour déterminer lui-même les features. Et donc, c'est ce que fait l'apprentissage non supervisé. Je pense que l'avenir, il est là. Mais aujourd'hui, ça ne représente que 10 à 20% des applications donc, de machine learning. Mais je pense que c'est plutôt ça. Donc, l'adéquation à laquelle vous allez devoir faire très attention, c'est l'adéquation de votre dataset avec donc, le problème qui est le vôtre. D'abord, ça sera donc la qualité du modèle, donc de l'algorithme que vous aurez bien choisi, vous voyez, avec l'adéquation entre une table qui indique les applications et quels sont les algorithmes utilisables. La qualité du dataset, attention, il y a beaucoup de doublons. Parfois, vous avez des distances au sens mathématique du terme, insuffisantes entre les échantillons. Par exemple, vous avez 450 photos d'un même modèle de véhicule. Mais par contre, vous n'avez pas assez de représentativité des autres véhicules. Donc, ce n'est pas bon. Alors, on dira que la distance est insuffisante entre les objets qui constituent le dataset. Alors, vous voyez, ça provoquera donc des problèmes de sortie parce qu'il sera donc facile peut-être de distinguer un avion d'une voiture, mais plus difficile de distinguer deux modèles d'Airbus. Bon. Et puis, le nombre de features, donc caractéristiques de l'échantillon, vous allez avoir un travail à faire de définition de ce que vous allez reprendre. Donc, par exemple, dans les régressions, donc l'une des applications les plus connues donc, de machine learning, on dira, par exemple, on va essayer d'évaluer un bien qui sera, mettons, un appartement ou une maison. Pour caractériser un bien, il peut y avoir 1000 features. C'est vrai. Mais vous n'allez pas tous les prendre, parce que c'est quand même relativement lourd comme algorithmique. Donc, vous allez en choisir un certain nombre, et donc, à vous de faire en sorte, et peut-être que vous le déterminerez d'ailleurs au moment de l'apprentissage, vous apercevrez à un moment donné que ça patauge dans la semoule. Et donc, sans doute, vous êtes trompé dans la définition et le choix des features.
D'ailleurs, les API aujourd'hui, les frameworks qui sont disponibles pour la programmation, vous permettent de choisir justement donc, les features. Donc, problème très délicat, qui est ce donc du choix donc, de ces features. Ensuite, eh bien, je vous ai dit qu'au-delà d'un certain seuil en volume, les échantillons nouveaux n'apportent pas grand-chose en termes d'efficacité. Ça finit par tourner en rond. Donc, ce n'est pas la peine d'en avoir 14 millions et donc d'en payer 14 millions si avec 2000, c'est suffisant. Et donc, la taille des échantillons est un vrai problème. Alors, aujourd'hui, contrairement à ce que disent les fournisseurs, je suis désolé de rappeler ça, mais il n'y a pas de solution mathématique qui permet de dire, pour traiter tel problème, il me faut tant d'échantillons. Ça n'existe pas. Ça existera peut-être un jour, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Alors, on ne peut faire que des suggestions. Je prends ici un exemple, avec une régression de 5 cibles, 5 possibilités donc, de sortie, et puis 10 features par échantillon, on peut préconiser valablement 10 fois 5 multiplié 100 égale 5000 échantillons. Mais peut-être que 5000 échantillons, c'est trop, ou pas assez. Vous voyez, donc, mais ça, vous verrez au moment de l'apprentissage. Et donc, cette correspondance, on va dire, entre la taille d'un dataset et puis ce dont a besoin finalement l'algorithme de machine learning, n'est pas quelque chose qui a une solution mathématique aujourd'hui. Ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. Et contrairement à ce que disent donc les fournisseurs. Les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient leurs clients et ils leur disent, voilà, je vous vends 5000 représentations de Madonna. Voilà. Et c'est l'idéal pour représenter Madonna. Mais ils n'en savent rien. Et ça dépendra énormément de ce que l'on va faire avec le visage de Madonna. Vous voyez? Et donc, il ne faut pas non plus les croire et avoir donc, la foi du charbonnier vis-à-vis d'eux. Alors maintenant, il y a des techniques qui existent. On ne va pas rentrer dans le détail mathématique de ces techniques, mais il y a une technique donc, qui se fonde par exemple sur la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est une représentation graphique de la fonction pertinente, c'est-à-dire du comportement de votre algorithme sur ce que vous avez choisi. Et donc, c'est une courbe d'apprentissage qui vous permet de vous approcher quand même d'un nombre d'échantillons qui est assez optimum. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais il est plus optimum. Et vous avez une autre méthode que l'on doit à des Russes qui s'appelle Vapnik et Chervonenkis. Ça s'appelle la dimension VC avec une fonction spécifique de cet algorithme qui s'appelle la pulvérisation. Alors je vous dis, si vous voulez regarder ce qu'il en est, allez-y, mais ça pourra vous faire dormir ce soir si vous voulez. C'est quelque chose quand même qui n'est pas très évident. Donc c'est ce qui est représenté ici sur ce schéma ici. Bon. Alors la notation des images, c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant. Regardez, voilà comment ça se passe. Donc on a des données. Soit eux vont caractériser ces images, soit nous, on va le faire nous-mêmes. Si vous développez quelque chose de spécifique, vous allez le faire vous-même. Donc, vous allez prendre un objet physique et vous avez des outils qui vous permettent de dire, bon, ça, ici, je vais l'encadrer, je dirais que c'est une voiture vue de dos, apparemment, c'est une voiture japonaise, j'en sais rien. Voilà. Et donc, je vais définir un certain nombre d'images que je vais reprendre ici et que je vais caractériser, qui sont des objets physiques. Voilà. On va donner une description. C'est un travail, je vous l'ai dit, qui est très important et qui est généralement fait par des étudiants, donc sont peu rémunérés. Les GAFAM donc, exploitent des données que nous annotons pour eux, par exemple. Le mécanisme de CAPTCHA, on nous fait croire que c'est pour véritablement nous identifier. En fait, il n'y a pas que ça. C'est souvent utilisé dans le sens qu'on, si je reconnais, mettons, un chien, sur 4 images, eh bien, ça donne des informations aux GAFAM en termes d'annotation. Donc, les CAPTCHA ont à la fois une vocation, on va dire, d'identification, mais également on va dire, une vocation d'annotation. Alors, il y a des outils pour ça, pour faire ce travail. Si vous voulez, je vous enverrai donc la présentation PowerPoint et vous avez ici une vidéo qui vous montre ça, en fait, l'entourage de ceci, lampadaire, en verre, 3 mètres de haut, couleur noire, voilà, donc on va dire des choses comme ça, et des logiciels, ce qu'on appelle des CVAT, que vous trouverez par exemple chez Intel, qui vous permettent d'annoter donc des objets visuels. Vous trouvez exactement la même chose d'ailleurs avec le deep learning. Alors les biais que j'ai légèrement évoqués tout à l'heure, moi ça ne me plaît pas trop parce que méfiez-vous, si vous prenez des bibliothèques d'objets qui sont, on va dire, un peu contestables,
vous risquez d'avoir des soucis. Par exemple, racisme implicite, des personnes d'origine africaine qui sont mal représentées, ce qui ne va pas. Je vais parler d'Ali Baba, ou même des bias de type misogynie. Vous avez des bibliothèques d'objets où les femmes, on a l'impression qu'elles sont exclusivement au foyer et finalement on ne voit que des hommes d'affaires. La femme à la cuisine et puis non, à part ça. Il faut quand même être un tout petit peu sérieux. Hein. Et souvent d'ailleurs, sur certains datasets, c'est la transcription d'idées qui sont complètement moyenâgeuses. Donc c'est d'un ridicule achevé. Il faut faire très attention. En fonction de l'origine de ces datasets, regardez bien et vous verrez, vous allez être très surpris. Hein. Et donc, si vous voulez donner un caractère un peu générique à vos bibliothèques, vous risquez d'être un tout petit peu déçu. Ou alors, ça pourrait être le refus des étrangers dans certains pays, l'origine sociale, l'habillement. On ne prendra que les gens qui sont bien habillés. Pas pourquoi. Hein. Bon, c'est comme ça. Donc, il faudra penser à tester donc, les datasets sur des caractères, on va dire des critères qui seront dérangeants. Je pense entre autres à la xénophobie et surtout au racisme. Et ça, c'est vrai, hein, c'est une réalité. Donc, faites bien attention donc, à ça. On a d'autres problèmes que l'on va voir un peu vite maintenant. Donc, on a un problème de normalisation des données. L'algorithmique, elle ne fonctionne parfois qu'avec des données numériques. Ce sera le cas, par exemple, avec les régressions. Donc, il faut les normaliser et trouver donc des correspondances numériques pour les données qui ne le sont pas. Hein, donc, ou alors, pour éviter qu'une donnée eh bien, soit trop importante, du fait de son étendue, n'ait trop d'influence sur un résultat. Donc, on va essayer de normaliser ça. Vous voyez ? Alors, il y a différents types de normalisation. On pourra dire, mettons, pour un appartement ici ou une maison, on pourra dire, je vais, une surface de 100 mètres carrés, ça correspond à la valeur 10. La couleur bleue, ça vaut la valeur 3. Mais je ne prends pas la surface de 100, sinon ça va me plomber mon algorithme de machine learning. L'étage 4, ça sera la valeur 4. Le nombre de pièces, ça sera, mettons, 6. L'âge de l'immeuble, ça sera, mettons, 65 ans. Eh bien, on dira que la donnée est normalisée sur la valeur 6,5. On essaye, si vous voulez, de normaliser. Alors, ça peut se faire par rapport au minimum et au maximum des valeurs, ça peut se faire par rapport à la moyenne des valeurs, ou ça peut se faire par rapport à ce qu'on appellera un écart standard. L'écart standard, c'est étant la différence entre les données et la moyenne par l'écart type, la division par l'écart type. Bon, vous avez donc différentes solutions qui vous permettront de faire en sorte que les différents features que vous avez choisis eh bien, soient à peu près, travaillent d'une fonction égalitaire. Bien entendu, certains de ces critères sont beaucoup plus importants que d'autres, mais vous allez faire en sorte quand même de ne pas trop leur donner d'importance en normalisant donc les données. Bien. Le compartimentage, c'est un petit peu la même chose. Il peut être nécessaire donc de discrétiser des données en dehors de l'amplitude. Par exemple, traduire des données continues en données discrètes. Hein, jeune égale 1, mûr égale 2, vieux égale 3, et puis très vieux égale 4, par exemple. Il y a plusieurs méthodes pour ça. On peut fonctionner avec un compartimentage à largeur identique, c'est-à-dire on divise la plage de toutes les valeurs possibles d'un attribut en n groupes de même taille. On attribue une valeur au numéro de compartiment qui lui correspond. Et puis, on a aussi un compartimentage qui se fait à hauteur identique. Bon, on compartimente les données, tout ça histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu plus cohérent et mieux utilisable. Alors, ce que l'on appelle le sous-apprentissage et le surapprentissage en machine learning. Alors, avec un modèle peu efficace, on va dire, on a un peu tendance à augmenter le nombre de données parce qu'on est convaincu que ça va l'améliorer, ce qui n'est pas vrai. Le surapprentissage, ça correspond au fait que le modèle s'adapte bien, voire trop bien aux données d'apprentissage. Et il est influencé par tous les détails des valeurs et par leurs moindres variations. Et aussi par le bruit que ces détails peuvent engendrer. Ça, c'est très embêtant. C'est-à-dire qu'il est trop réceptif, finalement. Il donne trop d'importance donc, à ces différents features. La conséquence, ce qui se passe bien souvent, c'est que le modèle il est brillant là, sur les données, sur les données que l'on connaît, les données d'apprentissage, il va coller très bien dessus, mais il s'avérera très décevant lorsqu'on fera ensuite de l'inférence sur des données qui ne sont plus d'apprentissage. On dit qu'il souffre d'une grande variance. Pour ceux qui se rappellent un peu les statistiques en mathématiques, variance est donc une expression, un terme donc, mathématique de statistique. Par contre, le sous-apprentissage, lui, il s'applique à la situation où le modèle n'arrive pas à s'adapter aux données d'apprentissage. Alors peut-être qu'il en manque.
hein. Ou alors, vous n'avez pas choisi suffisamment, ou ils ne sont pas suffisamment représentatifs. On dira qu'on est en sous-apprentissage. Alors, il ne faut pas donc s'attendre, il est mauvais déjà avec les données d'apprentissage, pas s'attendre à ce qu'il soit pertinent sur les données qui ne le sont plus. On dit qu'il souffre d'une grande déviation, d'un grand bias, donc qui est le terme anglais donc, pour parler de déviation. L'objectif finalement que vous allez poursuivre en machine learning, ça sera de vous situer entre les deux extrêmes et qu'on ne puisse pas le soupçonner, de soupçonner votre algorithme, mais surtout les données que vous aurez choisies et les features que vous aurez choisies, on ne pourra pas les soupçonner de under ou de overfitting, ni sous-apprentissage, ni sur-apprentissage. Bien. Alors, juste un petit mot maintenant sur quelques applications de machine learning. Parmi les plus connues, donc, ce sont les régressions linéaires et les classifications. La régression linéaire, par exemple, a pour objectif de prédire une valeur à partir de l'équation d'une droite. Alors, je ne vais pas faire de mathématiques. Vous avez, par exemple, vous dites le salaire en fonction du nombre d'années d'études effectuées. Vous interrogez 5000 personnes, et puis vous mettez sur un DAVAC, vous mettez les gens qui ont fait 10 ans d'études, eh bien, ils ont tel salaire. Et vous reportez le nuage de points, donc la correspondance du salaire avec les années d'études. Maintenant, vous dites, je voudrais pouvoir dire une personne nouvelle qui a fait 34 ans d'études, quel sera son salaire. Mais je ne vais pas lui donner le nuage de points ne comporte pas cette valeur. Donc, je dois, on va dire, représenter ce nuage de points par on va dire une courbe, en l'occurrence ici est une droite, mais une courbe qui sera au fond très représentative de ce qu'est finalement mon nuage de points. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on dit, je vais trouver la courbe y égale à x plus b qui va mieux me représenter cette chose-là. Alors on parlera également, on pourra avoir plusieurs variables, c'est là où ça devient un peu compliqué, parce que dans notre esprit, on est capable de travailler avec 2 variables, mais avec n variables, ça devient plus complexe. Et là, on parlera d'hyperplan. C'est-à-dire un hyperplan, vous savez, un plan, c'est donc une droite. Bon, dans l'espace, vous avez 3 coordonnées, mais quand vous avez 15 valeurs qui sont représentatives d'un objet, là, on ne sait plus faire. On ne sait plus faire, tout au moins intellectuellement, parce qu'on n'est pas câblé comme ça, comme il le faut dans notre cerveau. Donc, là, on va utiliser ce qu'on appellera un artefact mathématique qui s'appelle un hyperplan, et l'outil va essayer de déterminer l'équation de cet hyperplan dans un espace à n dimensions, en tenant compte du fait qu'il cherche à déterminer quelque chose qui soit au plus proche de tous les points, chaque point ayant plusieurs donc, valeurs d'attributs ou de features. Et donc, ça s'appelle la régression linéaire. Et je vous dis, c'est très, très utilisé, ça, incontestablement. Et par exemple, pour déterminer le prix d'une maison, d'un appartement ou quelque chose comme ça, les algorithmes de machine learning sont très, 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 très efficaces. Hein. Bon, la façon dont on calcule la droite ou les courbes, c'est intéressant d'un point de vue intellectuel, parce qu'on cherche à se rapprocher, on calcule la distance entre chacun des points, et on fait la somme, la valeur absolue de la somme, et on divise par le nombre de points, ou alors on prend la différence entre la valeur du point par rapport à celle de la droite correspondant au même objet, on prend la différence que on élève au carré et on fait la somme de tout ça. Donc, il y a 36 solutions qui existent. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qu'on essaie de trouver, c'est la droite ou l'hyperplan qui soit le plus représentatif de ce que je veux représenter avec mes différentes features. Bien, les classifications, ça c'est tout à fait compréhensible. Les classifications, ça s'applique aux variables discrètes. Par exemple, est-ce que le courriel que je reçois est un spam ou pas? Est-ce que la maladie est dangereuse, Covid ou pas? Voilà. D'ailleurs, en ce moment, c'est ce qui est utilisé. Hein. Alors, les modèles de classification classent ces données en entrée, donc en catégories, les imageries médicales, la reconnaissance vocale, etc. Et donc, on va classer quelque chose. On ne cherche plus à représenter, si vous voulez, on ne cherche pas à calculer une valeur moyenne, hein, c'est pas ça. On cherche à déterminer comment classer. Un objet nouveau qui apparaît, eh bien, je le mets dans telle catégorie, dans telle classification. Ce n'est pas la même chose. Hein. On ne cherche pas à faire ce que l'on fait avec une régression. Donc, on utilisera donc la classification si les données peuvent être marquées, catégorisées,
et donc ou divisés en groupes distincts. La classification, elle peut être binaire, donc sur deux valeurs, ou au contraire multivaleurs. Les algorithmes les plus utilisés, je vais vous en présenter très vite deux. Donc c'est SVM, qui est en fait assez simple à comprendre, hein, si on n'entre pas dans les arguties mathématiques qu'il y a derrière, les arbres de décision, qui ne sont pas évidents non plus, hein, mais font sur la finalité de ce qu'ils font, c'est relativement clair. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourriez aller regarder les classifications fondées sur le théorème de Bayes. C'est un prêtre, hein, qui avait pondu son fameux théorème de Bayes, qui est utilisé pour faire cette classification. Par exemple, on cherche à connaître le genre d'une personne. Le modèle en classification sera un ensemble de features qui caractérisent le genre masculin et le genre féminin, et le classificateur pourra prédire à X%, 70, 80, 90%, qu'un client est d'un genre donné. On met finalement un objet nouveau, on le met dans des classes ou des catégories qui existent déjà. C'est ça qui caractérise une classification. La régression logistique, c'est une forme un peu particulière donc, finalement de classification. Hein. Là, on sépare les données discrètes en groupes homogènes en fonction de leurs attributs. L'objectif, c'est de trouver ici l'équation mathématique de la fonction qui va séparer les données en groupes distincts. Alors, il peut y avoir des similitudes entre la régression logistique qui est montrée ici et les classifications, par exemple avec SVM, mais ce n'est pas la même chose quand même. La principale différence, c'est que la variable de sortie en régression elle est numérique ou continue, alors qu'elle est discrète et correspond à une catégorie de classification quand on est dans la régression logistique. Bien. Alors, deux petits exemples, mais je vous dis, je vous ai promis de ne pas trop s'embêter avec des considérations un peu complexes. Si ça vous intéresse, vous pourrez donc le regarder plus en détail après. Hein. SVM, donc machine à vecteur de support, c'est un classificateur donc linéaire. Le principe, c'est de classer les objets selon un certain nombre de critères et de les séparer par des hyperplans. Non pas pour donner une distance, on va dire, non pas pour représenter une sorte de moyenne comme vous pourrez le faire avec une régression, mais là, c'est pour classer les choses. On est vraiment dans un algorithme de classification. Par exemple, si on veut classer des fleurs, selon trois critères, hein, la hauteur, la couleur, le diamètre de la tige, eh bien, il y aura trois hyperplans de dimension 2, des droites, hein, chacun d'eux permettant de séparer les objets. Alors, dans un espace à deux dimensions, donc l'hyperplan sera donc une droite, et donc c'est ce qui est montré sur ce schéma. Parce qu'en fait, vous voyez, vous avez plein de fleurs qui sont montrées ici, hein, vous avez plein de fleurs là, je vais y arriver ici, et donc on essaye de déterminer l'équation des droites qui permet de différencier par SVM, l'algorithme SVM, des fleurs bleues, des fleurs blanches, vous voyez, ou des fleurs rouges. Et donc, on va prendre des points qui sont ici, qui sont des points d'authentification, des points de discernement, ça prend différents, ou des points d'entraînement. On calcule la distance au sens mathématique du terme, entre ces points et puis ces hyperplans. Et donc, on cherchera l'hyperplan ou la droite, ici, dans un espace à deux dimensions, dont la somme des distances des différents points d'entraînement, donc les plus proches de votre droite ou de votre hyperplan, dont la somme sera minimum. Voilà. Et donc, ça marchera comme ça. Et vous avez énormément d'exemples sur Internet si vous voulez regarder. Hein. Vous allez voir comment ça marche. Il commence à patauger au début, puis au bout d'un moment, hop, il finit par se positionner. Donc, ça va, c'est spectaculaire. Mais ça correspond, on va dire qu'il n'y aura pas toujours... on ne pourra pas toujours utiliser donc SVM pour ça. Hein. Il y aura des cas où ça ne sera pas possible. Bon, la plupart du temps, donc, il ne sera pas possible de séparer les points en deux catégories, d'en déduire les frontières. Les points seront mélangés. Il faudra donc les préparer, quand c'est trop mélangé, dans une transformation qu'on appelle le kernel trick, ou astuce de noyau. En fait, c'est un changement de dimension. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes sur une dimension à deux dimensions, avec des points qui sont mélangés, les fleurs bleues, les fleurs rouges, tout ça, c'est compliqué. Si vous faites un kernel tree, vous allez représenter la même chose, mais cette fois-ci sur un espace à 3 dimensions ou à 4 dimensions. Et là, il se trouve que les hyperplans de séparation sont détectables. Donc, au fond, le kernel tree, ça sera quoi? Ça sera donc un changement de dimension. On passera d'un bazar, mettons, à 2 dimensions, à une représentation plus claire à 3 dimensions. C'est donc un changement de dimension, ce qui caractérise donc cet algorithme dit de SVM. Voilà. Les arbres de décision. Un arbre de décision,
c'est quelque chose qui est aussi extrêmement connu. Hein. Donc, l'idée est donc la suivante. Vous voulez caractériser, déterminer quelque chose. Vous cherchez quels sont les critères que vous allez devoir choisir pour ça. Mais non seulement vous allez choisir les critères, au fond, ça va se faire d'une manière un petit peu aléatoire au début, non seulement vous faites ça, mais vous allez déterminer quel est l'ordre dans lequel vous allez tester les critères pour retrouver une fleur bleue. Voilà. Oui, vous allez les tester. Et donc, pour tester cet ordre, c'est ce qui est montré sur ce schéma, vous devez déterminer, d'abord, je commencerai par le critère numéro 3, le critère numéro 1, le critère numéro 5 et le critère numéro 6. Et à partir du moment où je serai arrivé au critère numéro 6, je serai arrivé au bout de l'arborescence, et derrière le critère numéro 6, il n'y a plus rien. L'arbre de décision, il est seul, il me donne une chronologie de choix des critères de discernement pour avoir le chemin le plus court pour obtenir donc une vision donc définitive. Alors c'est assez fascinant comme machin ce truc-là. Et donc vous avez différentes choses, différents moyens mathématiques ou scientifiques qui vous aident à faire ça. Les plus connus, c'est l'entropie. L'entropie qui mesure la notion de désordre. Vous voyez, alors désordre au sens de Shannon, pour ceux qui ont fait des télécommunications, Shannon, donc il y avait le principe de Shannon ou le théorème de Shannon, et bien c'est la même chose ici. Au fond, Shannon mesurait le désordre dans une communication. Et bien là, c'est pareil. Donc quand vous choisissez un critère, c'est celui qui va vous permettre de réduire au maximum le désordre constaté à un moment donné. Et donc on va descendre de manière à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus de désordre et il n'y ait plus donc de choix à faire. On est sûr d'avoir trouvé la bonne solution puisqu'il n'y a plus de désordre. Ça s'appelle donc l'entropie. Vous avez également d'autres techniques qui vous permettront de faire la même chose. C'est le Pi2, lui, il mesure la dépendance éventuelle des différents attributs de test, ce qui n'est pas bon. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle l'indice Gini, qui lui mesure la probabilité pour qu'un attribut choisi au hasard, donc pifométriquement, hein, eh bien, ne soit pas placé au bon endroit dans l'arborescence. C'est une autre manière finalement de traiter un petit peu, on va dire, le désordre tel qu'il est traité par Shannon. Bon. L'apprentissage non supervisé. Voilà, j'essaie de vous donner toutes les billes. Maintenant, je suis sûr que vous allez vous précipiter maintenant dans le machine learning. Hein. Il y a des bouquins qui font 12 mètres de haut. Là, je dis, on fait un apprentissage qui ne se fait pas aider par un dataset. C'est beaucoup plus complexe, c'est à peu près 10 à 20% donc, des applications de machine learning. Alors l'idée ici, c'est de regrouper donc, les objets en famille, en cluster, d'où la confusion qui est souvent faite entre le modèle supervisé et le mode clustering. Bon, on va essayer de déterminer donc, des points communs entre les éléments d'une même famille. Alors, vous voyez, on aura donc tout un tas d'éléments et on va essayer de les regrouper par famille, un peu cohérente. Mais pour le faire, on va calculer, par exemple, des distances entre une valeur moyenne, un point central d'une famille, par rapport, c'est ce que fait la technique donc, des valeurs du K-means, hein, eh bien, vous allez calculer la distance mathématique du terme, en mathématiques du terme, entre les différents points qui constituent ma famille par rapport à un point central. Cette distance, ce n'est pas une distance, enfin, ce n'est pas obligatoirement une distance géométrique. Hein. Une distance, ça peut être une distance au sens de Hamming, hein, mais ça peut être aussi une distance euclidienne. Alors, c'est pas compliqué. Hein. Ça correspond en gros à la distance à vol d'oiseau entre deux points P1 et P2. Je vous ai mis ici la formule. Hein. Voilà, donc c'est un moyen, on essaye de regrouper tout ça, on va dire, par accointance, en fonction des critères que j'aurais donc choisis. Si je suis donc dans un apprentissage non supervisé, je vais déterminer quels seront donc les attributs qui seront importants puisque je ne suis pas aidé par un dataset déjà qui existe. Alors, le clustering va prendre donc un certain nombre d'objets en entrée, il va le soumettre au machine learning, qui va trouver des corrélations non évidentes, des caractéristiques communes qui lui permettent de les regrouper de façon logique. Par exemple, comment croyez-vous que les banques font pour déterminer qu'à un moment donné, il y a une attaque chez eux où il y a des comportements anormaux? Ben, ils font comme ça. Ils ont un certain nombre de critères qu'ils mesurent en permanence. Et donc, ces critères peuvent faire passer un compte client d'une famille à une autre qui est plus dangereuse parce qu'à un moment donné, ils auront calculé que finalement, la distance est plus... Enfin, les distances, en fonction des attributs, correspondent mieux à cette autre famille dite dangereuse
plutôt que celle dans laquelle il était. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc il calcule, il détermine ce qu'on appelle en mathématiques, on va dire les éléments, disons, les caractéristiques communes, les corrélations non évidentes. Par exemple, parmi 100 000 images de fleurs, on décideront donc de créer des fleurs bleues, une autre avec des fleurs de grande taille, etc. C'est une autre forme de classification, si ce n'est que c'est l'algorithme qui va définir donc les familles. Alors on peut prendre un exemple, qui était un exemple très simple ici, qui est celui du Kamins. Alors, je ne vais pas lire ce qui est ici, mais imaginez que vous ayez un certain nombre d'objets en entrée, très bien, qui ont un certain nombre de features. Vous dites, je vais m'intéresser à un certain nombre de ces features, mettons 4, 5, 6, ça dépend. C'est à vous de le décider. Et cette valeur de K est importante parce que votre algorithme Kamins sera plus ou moins pertinent en fonction de ce que vous allez faire et de l'objet de votre application, sera plus ou moins important selon la valeur que vous aurez prise de K. Pas nécessairement plus grande, mais ça dépendra beaucoup de la valeur de K. Donc, on va prendre ces objets, on va donc définir K fois, on va partir, pour chacun de ces critères, donc chacun de ces K critères, on va partir de mettons, 4 ou 5 ou 6 points centraux. Et on va les positionner comme ça au départ, et on va calculer quelle est la distance entre tous les points qui caractérisent, mettons ici, les tendances de vente dans un magasin, par rapport à chacun de ces points centraux qui sont aléatoires au départ. Et ensuite, ce que l'on fait, eh bien, on va les regrouper en fonction des différentes valeurs. On va les regrouper, on va dire, par famille, par famille. Et donc, on va se retrouver avec un certain nombre de points centraux qui vont être maintenant déplacés dans des familles dont les valeurs d'attributs seront à peu près cohérentes. Et on recommencera plusieurs fois donc cette itération de manière à ce qu'à un moment donné, eh bien, les points dits centraux ne se déplacent plus. Ils ne bougent plus, donc on est arrivé à l'optimum. Et ça peut arriver au bout de 3, 4 ou 5 itérations. C'est un moyen, finalement, en partant de zéro, sans connaître finalement les familles, simplement on connaît les attributs que l'on peut mesurer et donc les valeurs de chacun des objets, on est donc capable de les regrouper en famille. On part au pifomètre à partir de valeurs comme ça, et ensuite on affine, et les points centraux vont donc se déplacer, et puis au bout d'un moment, ils ne bougent plus, et chacun de ces objets correspond donc à une famille. Et on aura fait comme ça une classification. Bien. Dernier point que je voulais évoquer, donc, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors ça, c'est l'apprentissage par renforcement, c'est un peu la même idée que l'apprentissage supervisé ou non supervisé. C'est une alternative. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est moins important dans nos problématiques d'aujourd'hui. C'est basé sur le concept d'agent qui est placé dans un certain environnement sur lequel il effectue des actions. Vous voyez, il effectue donc des actions. Eh bien, ces actions auront des conséquences sur son propre état et sur celui de l'environnement. L'idée, si vous voulez, que l'agent va apprendre, d'où en fait la corrélation que l'on fait avec l'apprentissage du machine learning, va apprendre la séquence d'actions optimale qui lui permettrait d'obtenir la meilleure note au bout du process. Alors, on parlera avec le renforcement de récompenses, mais aussi de punitions, les deux critères étant à regrouper dans celui de renforcement. Alors, il y a une différence, a priori, par rapport donc, à un apprentissage non supervisé. C'est une optimisation d'un process constitué d'une suite d'actions, mais on ne cherche pas à trouver des similitudes cette fois-ci et des différences entre des objets. Et donc, on s'en sert par exemple maintenant, c'est l'interaction d'action entre un agent dans un environnement, par exemple pour voir quelles sont les conséquences d'une action externe ou interne pour des véhicules autonomes. Le fait d'appuyer sur le frein, beaucoup, pas beaucoup, d'écraser les piétons, enfin un certain nombre de choses comme ça. Donc, entraînement des modèles, c'est très utilisé pour ça. Elon Musk l'utilise également pour l'apprentissage d'un jeu. Il l'a utilisé pour l'apprentissage d'un jeu qui est le jeu Dota 2. Et donc, c'est je fais telle chose, et on s'aperçoit que le système dit de renforcement dit que c'est nul. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous voyez, punition. Et donc, on tente, on essaie, on regarde ce que ça peut donner et on va voir ensuite quels sont les effets. Puis ensuite, on prendra donc la suite d'actions qui me donnera la plus grande récompense. Voilà, c'est comme ça.
Ça s'appelle donc l'apprentissage par renforcement. Ne vous précipitez pas trop là-dessus parce que ce n'est pas vital aujourd'hui, hein, c'est encore un tout petit peu en devenir, mais c'est quand même intéressant. Plutôt intéressez-vous plutôt aujourd'hui en priorité à l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Pour finir, juste une minute si vous le voulez bien, les langages du machine learning, donc pour la programmation, je vous les ai mis ici. On travaille beaucoup en Python, langage Python. On travaille donc forcément beaucoup en Julia, qui est un langage qui correspond un peu à Python, avec lequel d'ailleurs il est compatible. On travaille encore un petit peu en Lisp, de plus en plus avec le langage R, avec C++, qui est en train de revenir, tel le Phénix, il renaît, hein, donc C++, avec Clojure en bas. Clojure, c'est un langage assez remarquable, qui est un petit peu le remplaçant aujourd'hui donc, de Lisp. On travaille bien sûr beaucoup en Java et également donc, en C# dans le monde Microsoft. Et puis je termine par ceci. Application courante du machine learning. Alors, je ne vous ai pas mis ici des applications de deep learning que je laisserai pour la semaine prochaine. On s'en sert pour faire de la détection de spam par catégorisation, la prévision des prix de vente, hein, vous avez une description ici, pour faire de la reconnaissance vocale en traitant donc les mots qui sont utilisés, hein, pour dire, mais le deep learning, on le verra, va beaucoup plus loin, puisque lui, il analyse les sentiments. Détection des fraudes, très utilisée également. La classification des articles, par catégorie, le sport, la finance, etc., pour faire de la recommandation de produits. Vous voyez, on passe un historique, donc, un historique donc, des achats et sur le profil d'un client. Et donc, on se base là-dessus, et tous les distributeurs aujourd'hui s'en servent. Il y a Amazon, bien sûr, aux États-Unis, il y a Netflix qui s'en sert pour les recommandations. En France, il y a la Fnac, qui est donc un distributeur qui s'en sert. Et puis également pour les diagnostics médicaux. Les diagnostics médicaux qui se fondent cette fois sur les données des patients et sur les éléments caractéristiques d'une pathologie. Vous voyez, on va rechercher de la même manière. L'algorithme va rechercher la distance. Si vous caractérisez, mettons, un cancer par un certain nombre d'attributs, vous faites une analyse, on calcule les distances par rapport à ces différents attributs. Et on en déterminera une probabilité pour que vous ayez le cancer, ou que nous ayons le cancer, ou que vous puissiez l'avoir à un certain temps. On est carrément ici dans un domaine de classification. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai 1 heure hein, pour parler de ces sujets, qui est un sujet absolument passionnant. Hein. Je vais faire la deuxième partie, au fond, de cette présentation, c'est celle donc, du deep learning. On la fera la semaine prochaine, donc à la même heure. Hein. Cette fois, on est dans le monde des réseaux neuronaux, donc on rappellera comment les réseaux fonctionnent, et je vous rappellerai avec des applications très précises cette fois-ci. C'est plus important, c'est le double, le deep learning, le double donc, du machine learning. Et puis, vous voyez ici donc, tous les rendez-vous que je vous propose jusqu'au mercredi donc, 23 décembre, veille donc, de Noël. Eh bien, je vais donc d'abord arrêter mon machin, donc, le partage. Où est-ce qu'il est ce partage? Quand on cherche, on ne trouve plus. Arrêtez, voilà, très bien. Et je vais vous remercier, je vois que vous êtes tous là encore, donc merci d'être restés donc, fidèles au poste. Hein. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec tout ça. Je signale que la présentation sera disponible sur notre site internet dès ce soir, donc vous pourrez y accéder. Vous allez simplement dans l'historique www.lemarçon.com, vous allez en direct avec le Marçon et vous allez dans l'historique et vous aurez donc la présentation qui a été faite aujourd'hui. Voilà, je vous remercie infiniment donc, pour votre attention et j'espère donc vous retrouver vendredi prochain pour parler cette fois de Deep Learning. Bon week-end, à vendredi prochain. Merci, bye.